Deuxième édition des rencontres pour une culture populaire a vraiment comme fil rouge l'art et la politique. Donc Pasolini représente à mes yeux ces enjeux-là. Artiste engagé, artiste du peuple, artiste qui dénonce, artiste qui dérange. Et malheureusement, nous savons comment ce grand artiste majeur a fini. Aujourd'hui, je vais peut-être encore élargir les choses sur le mot culture en vous proposant que dans culture, entre l'art et tout ce qui permet autour de l'art, à l'art d'être pratiqué, de croître et de continuer. Donc ça va être quelque chose d'assez large. Chacun des interlocuteurs reviendra probablement là-dessus. Mais du coup, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a de la création qui se fait, de la singularité qui se fait, qu'est-ce qui fait que des individus s'engagent là-dedans, comment leur voix est perçue dans la cité, et à contrario, comment est-ce que tout un système, notre système démocratique, pour reprendre le mot d'hier, permet à de telles créations et de telles, à la culture au sens large d'exister. C'est ce que je vous propose de... C'est un sujet très, très petit et très simple mais voilà, de creuser aujourd'hui. Et peut-être commencer simplement par les contenus, c'est-à-dire à partir de quel moment cette création, le contenu de l'art et de la culture est politique. Et je voulais peut-être commencer par demander à Madame Marnas de nous parler un petit peu, elle qui est réputée engagée, on m'a dit tout à l'heure, elle a dit ça, elle est même réputée engagée. L'engagement, c'est un regard sur le monde et un regard de partage qui se manifeste dans des choses dont on ne douterait pas. Dont on ne se douterait pas, c'est que par exemple, je sais que quand je suis arrivée au TNBA, il y avait un public plutôt d'une classe sociale plutôt favorisée, que ce soit intellectuellement ou socialement, et qu'il y avait un côté bon chic, même dans la décoration. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été donné par Antoine Vitesse, je crois. Antoine Vitesse était très arc-bouté contre ce qu'il appelait le bon goût. Qu'est-ce que c'est que le bon goût, si ce n'est le goût d'une classe sociale, et qui du coup impose ou inhibe ou tétanise une certaine catégorie du public qui du coup ne viendrait pas au théâtre. Et vous avez dû voir que les affiches ont vraiment beaucoup changé, que la décoration du hall a beaucoup changé. Ça peut paraître anecdotique, c'est-à-dire de passer du bon goût au mauvais goût. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire de la sobriété au trop, des couleurs sobres aux couleurs extrêmement pétantes. Et il y a des gens qui m'ont fait ce retour-là, c'est-à-dire on pensait que c'était pas pour nous, mais quand on a vu toutes ces couleurs, on s'est dit ah tiens, on a envie d'y aller. Donc voilà, j'allais dire que ça aussi c'est de l'engagement. Ça peut vous paraître idiot, mais par exemple, on cite Pasolini avec des textes effectivement très beaux, très sérieux. Pasolini aimait beaucoup plaisanter aussi, et quand il a écrit son manifeste pour le théâtre, où il défendait un théâtre de parole, le théâtre de la parole, où il faisait les catégories entre théâtre religieux, théâtre social, et lui un théâtre politique qui était un théâtre de parole, dans un manifeste extrêmement sérieux, il y avait quand même dans les premières lignes cette idée que les dames en vison, ou même un vison symbolique, paieraient 30 fois le prix du billet, et que par contre ce serait gratuit pour les fascistes. Ça c'est passionnant, c'est-à-dire... il disait il faut qu'ils aient moins de 25 ans quand même. Je pense qu'après il estimait que ça n'était plus récupérable. Tout le travail invisible qu'on fait, que ce soit en prison, que ce soit... Tout ça, ça n'est pas dans la communication, et du coup c'est très très difficile de le valoriser. Moi je cite toujours l'exemple, par exemple on a fait un atelier en prison, et il y avait un jeune homme noir à qui on a proposé de travailler sur du Jean-Luc Lagarce, et qui a commencé à dire ça me tombe des mains, oh là là je ne veux pas faire ça. Et comme la comédienne était absolument charmante, douce, il a voulu lui faire plaisir, et il s'est plongé dans Lagarce. Et ce jeune homme, quand il a fini sa peine, avant de retourner chez lui, il est venu au théâtre, au TNBA, pour s'inscrire à l'atelier amateur. Et je me dis, ça, c'est des victoires magnifiques. Mais ça, alors ça, essayez de rendre compte quand vous faites vos bilans avec les chiffres et les machins,
et les cases, c'est quand même assez difficile. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais juste dire une petite chose quand on parle d'engagement. C'est que je crois qu'il ne faut pas oublier, je vous parle de glissement. Je crois qu'on a la mémoire courte, d'abord parce que l'espèce d'information en flux continu comme ça devient, vous savez, ces petits livres où on feuillette les pages comme ça devient du mouvement permanent. Et du coup, ça efface la mémoire. Mais quand je dis que ça efface de tout le monde, moi je me rends compte à quel point il y a une telle accumulation que même des événements assez récents, on les oublie parce qu'il y a une telle couche. On va petit à petit devenir des derviches tourneurs, mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint l'extase. Et du coup, cette information-là nous fait oublier que l'idée de subventionner la culture, que l'État subventionne la culture, c'est né dans les conditions les plus difficiles qui soient. Je vous dis ça parce que j'étais récemment à Mexico pour faire une conférence. Et alors, évidemment, quand on parle de la culture en France, nous sommes très chanceux, évidemment. Ne le perdons pas de vue. Et il disait, ah bon oui, mais évidemment, vous, c'est le premier monde, c'est pays riche, et puis avec la tradition, etc. C'est né du... Il y a eu le Front populaire, il y a eu des tas de choses, mais quand même, l'idée de ce subventionnement de la culture, c'est venu pendant le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire que c'est venu en pleine période de guerre, où les gens risquaient leur vie, où les gens n'avaient pas de quoi manger. Si Jean Moulin, tout bêtement, avait, sous la torture, donné les noms qu'on lui demandait, ben, ça n'existerait pas. Et que ça, c'était un vrai humanisme, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de bords différents qui se sont réunis pour dire là, il faut qu'on lutte ensemble, et qui ont eu cette belle utopie de se dire, eh bien, entre autres, je parle du subventionnement de la culture, évidemment, qu'il n'y avait pas que ça, la sécurité sociale, la nationalisation des banques, des grandes assurances, etc. Beaucoup de choses qu'on a perdues déjà, et qu'on est en train de perdre de vue. Un engagement a une vocation, en fait, où, moi je dirais en tout cas chez Mille Visages, ce qui me fait me sentir bien, c'est que je pense qu'on a tous une vocation et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que dans nos têtes, on n'a pas le choix que de faire ce qu'on fait. Est-ce que c'est un engagement politique? Je ne sais pas, ça a peut-être un impact, certes, ailleurs, mais à la base, c'est vouloir faire de l'art, parce que c'est ce qu'on aime. Même moi, qui suis la seule, en fait, dans tout le cercle de Mille Visages, qui est quand même très très large, je suis la seule à ne pas avoir fait des études d'art. Mais j'ai toujours accompagné des artistes, j'ai toujours travaillé dans le management de l'art et j'ai pas le choix que de manager des artistes. Je suis presque incapable de travailler à long terme dans d'autres domaines. Et là où je me suis retrouvée en fait beaucoup dans Mille Visages et que je me suis dit ça y est, j'ai ma famille professionnelle et même bien au-delà. J'ai tout le temps entendu, toute mon enfance, c'est pas pour nous. C'est une phrase que ma mère me répétait tout le temps. Et c'était pas violent, enfin je veux dire, elle faisait ça pour me protéger, c'est-à-dire de se dire, il ne faut pas rêver, avec cette idée qu'il ne faut pas rêver plus haut que ce à quoi on a droit. Alors par contre, je pouvais, dans leur tête, c'est marrant parce que ça, je crois que ça a aussi changé, j'avais le droit de rêver à une carrière de prof. Non, je dis ça parce que l'ascenseur social, il est encore plus difficile aujourd'hui. Donc même là, je ne sais pas si ce serait aussi clair. Mais par contre, alors ça, ce milieu d'artistes, c'était pas possible. Et du coup, le fait que, effectivement, que ce soit vous dans le village ou dans les quartiers, que vous arriviez justement à dire à ces gens, tout simplement, très clairement, c'est possible. Et ça, c'est absolument essentiel, et bravo. Mais vous n'avez pas peur que quand, si vous allez au hall, les gens vous ne pourrez pas les croiser de la manière aussi simple que quand ils traînaient? On continue à travailler dans les quartiers. vous continuez à travailler dans les quartiers. C'est juste que ça permet en fait aux jeunes de se regrouper de partout. Et ceux qui ne peuvent pas venir en Essonne, ils viennent au hall en fait. D'accord. Mais ça me ramène quand même... Ça me ramène quand même à une question peut-être qui est cette idée du financement. C'est-à-dire, mais alors qu'est-ce qu'on doit choisir? C'est pas qu'on soit pas conscient qu'il y a des difficultés, etc. Mais c'est que je trouve qu'il y a tout un maillage, tout ce qu'on est en train, la magnifique aventure qui raconte à Villeréal, où vous
toutes ces choses-là ont une force incroyable. Et c'est ce que j'appelais le travail invisible, c'est-à-dire que vous avez eu la chance que ça soit reconnu à Cannes, mais vous dites très bien vous-même que l'autre partie du travail qui vous semble aussi très importante, qui est de former les gens qui sont autour de ces jeunes, et que ça c'est plus difficile à financer, que Samuel, c'est pas une insulte, mais qu'effectivement le fait que tu aies fait le conservatoire a aidé aussi à ce que tu puisses, je pense, t'installer là-bas, avoir une audience ou une reconnaissance, et que je trouve qu'on a la chance d'être, ce que j'appelle, j'ai toujours des métaphores un peu paysannes, mais il y a vraiment toute une organisation en rhizome qui est hyper importante dans notre pays, et que de plus en plus, par l'idée de la communication, etc., on va avoir une idée slogan, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, on va faire telle chose pour les jeunes, au détriment de choses qui existent, qui ont prouvé leur efficacité, et qui ne sont pas regardées. Et que, en fait, c'est un vrai écosystème et qui a besoin des petites compagnies, qui a besoin... on ne peut pas prendre que le haut de la pyramide. C'est comme si on disait, je garde l'arbre et je coupe les racines. C'est simplement pas possible. Et je trouve que c'est ça le danger. C'est-à-dire que ce que j'appelle un écosystème, vous comprenez ce que je veux dire, on a besoin tous de ce maillage précieux, et que ça, c'est très difficile, et que combien ça va vite pour détruire quelque chose, et combien c'est long pour le reconstruire. Qu'est-ce qu'on prime, la créativité individuelle, un engagement politique, et si oui, pour faire écho aux questions de Madame Arnas, comment ces critères sont-ils évalués, et où est-ce qu'on met des bons points et des mauvais points, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne peux pas répondre à la place des artistes. Je ne suis pas artiste, et Catherine en a parlé là-dessus. Et donc, quand on réfléchit, ou autant que personne travaillant dans la culture, et puis sur le plan politique, par contre, il y a une vraie question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à faire en sorte que la culture soit encore un engagement politique. Ça, c'est le vrai sujet. Que la culture soit encore, ça s'appelle Rencontre pour une culture populaire, soit encore populaire. Et ne soit pas réduit simplement à un objet qui soit un objet capté par une élite, soit un objet transformé en une simple marchandise dont l'objectif serait d'accumuler toujours plus de profit. C'est ça la question auquel le politique doit répondre. L'artiste y répond à une autre question, et le politique ne doit pas répondre à la question de l'artiste. Par contre, le politique doit pouvoir favoriser et faire en sorte qu'il y ait cet élément-là dans la culture. Et je pense que Catherine Marnas a eu raison de commencer par ce qu'elle a dit sur son théâtre. Elle a dit, mais moi quand je suis arrivé dans le théâtre, la première question c'est que j'ai changé ce que tu as dit, l'aménagement, l'accès, des choses comme ça. Et ça me rappelle une chose, c'est que, tu as parlé d'Antoine Vitesse, mais on va parler d'un autre grand papa, entre guillemets, sur le théâtre et la décentralisation, et le théâtre subventionné, comme on dit, qui est Villard, avec le théâtre national populaire, quand il prend... Quelle est la première mesure que prend Jean Villard, quand il arrive à la direction du théâtre national populaire? C'est pas la programmation, c'est pas tout ça. La première mesure qu'il prend, c'est que les spectacles commencent à 19h30. Parce qu'il dit, quand ça commence à 20h30, les gens qui travaillent, ils vont pas au théâtre. Parce que 20h30, ça finit à 22h30, 23h, et puis ils bossent pas le lendemain. La deuxième mesure qu'il a prise, c'est gratuit, on paye son billet d'entrée, mais le programme est gratuit, et le vestiaire est gratuit. Et quand vous êtes dans un théâtre subventionné depuis, vous ne payez pas le vestiaire. C'est pas une tradition, c'est une obligation de ne pas payer le vestiaire. Donc on sait que quand on va au théâtre, il y a le prix du billet, et on ne paye pas tout le reste. Donc il a commencé à dire, on va travailler ces questions qui sont ces questions d'accès à l'art, d'accès à la culture, à travers des choses totalement terre à terre. Hein. C'était le prix du billet d'entrée, le fait qu'on ne payait pas le vestiaire, et le fait que et l'horaire. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que quand on réfléchit à ces questions-là, il faut commencer d'abord par se poser ces questions-là. En se disant que on va pas, les artistes, les créateurs vont faire d'autres, mais on va commencer par se poser ces questions de cette manière-là. Et donc le premier sujet qui est posé évidemment là-dessus, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on donne des conditions qui sont des conditions pour que la culture reste populaire et qu'il reste des artistes et qu'il reste des créateurs dans ce pays. Donc c'est évidemment des questions qui sont posées, qui sont des questions de budget, qui sont des questions, quelle est la part de la richesse créée dans ce pays qui est consacrée à la culture. Et c'est la question que vous avez posée en disant, mais et aujourd'hui elle est nettement insuffisante. Parce que quand on parle de la culture qui crée de la richesse,
et que c'est... alors je sais plus, il y a des chiffres qui sont sortis il y a 2 ou 3 ans avec des études sur le thème, c'est plus rentable que l'industrie automobile, ça crée plus de choses comme ça et tout. C'est formidable, mais quelle est la part de la richesse consacrée à ça? Parce que ça crée plus, aux États-Unis aussi ça crée plus. Puisqu'aux États-Unis, je rappelle que ça crée plus de richesse que l'industrie, c'est la 2e industrie après l'industrie d'armement aux États-Unis. Bon, enfin, formidable, mais c'est pas un objectif en soi, que ça soit la 2e industrie après l'industrie de l'armement, enfin peut-être pour les Américains, mais nous en France, c'est pas notre objectif. Donc la question c'est, quelle est la part de la richesse qui est consacrée à ça? Et donc quelle est la part de la richesse qui est distribuée pour ça? Et qui est distribuée dans un objectif, encore une fois, qu'on soit sur une culture populaire, une culture ouverte à tout. Donc, quand on répond à cette question-là, il faut le poser de cette manière-là, et il faut le poser en disant que, et je vais conclure entre guillemets, enfin, ou continuer le sujet là-dessus, et éviter 2 écueils. Le premier, c'est, entre guillemets, la transformation en marchandise de la culture, c'est-à-dire le fait que, là, on mettrait la culture à un endroit dans ce pays qui serait simplement l'idée que ça serait un objet de distraction, que ça serait un objet ça. Or, c'est un vrai danger et un vrai sujet aujourd'hui. Voilà, il faut le poser. C'est évidemment la question de Google, d'Amazon, enfin de tout ce qu'on entend à travers ça, mais c'est aussi tout ce qu'on entend à travers les questions de la fin de l'exception culturelle, du droit d'auteur par exemple, tous ces sujets-là, le fait aussi qu'à un moment donné on commence à glisser sur des éléments qui sont des éléments de... Il n'y a plus de subvention publique, on ne va plus donner de l'argent à des artistes en disant bah, c'est de l'argent pour la création, c'est un crédit d'impôt, c'est... formes-là, qui sont d'autres formes d'intervention publique. Mais, donc il y a un premier sujet autour de cette question-là, donc de ne pas transformer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné aussi, pour ce qui concerne toutes les questions d'accès à la culture, et pas simplement d'accès à la culture, mais aussi de prise en compte de la diversité de ce qu'il peut y avoir du point de vue de la culture dans son accès et des pratiques artistiques, c'est tous les sujets autour de la question des droits culturels, et donc d'un moment donné, aussi intégrer cette dimension-là. On a un vrai sujet aujourd'hui, moi je le trouve, sur les questions de culture, qui sont que, ce qu'on n'avait plus il y a quelques années, mais qui sont que, on retrouve des éléments qui sont des éléments de captation de la culture, pour faire de la culture un marqueur social. On n'avait plus ça il y a quelques années. Je vais vous donner un exemple, peut-être que vous avez lu dans la presse. Il y a eu un appel qui a été fait par quelques profs de Seine-Saint-Denis, qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux, par rapport au fait que dans les sorties scolaires des élèves, eh bien, il y avait des contrôles aux faciès. Autre gros problème, le contrôle aux faciès, pas directement à la lecture, mais le contrôle aux faciès de la part des policiers, et ces professeurs de Seine-Saint-Denis demandaient à ce que, quand ils faisaient des sorties scolaires, il n'y ait plus de contrôle aux faciès de la part des élèves qui puissent ça, enfin, en général dans la société, et plus particulièrement par rapport à ça. Et puis quand on creusait, quand on regardait ce qu'il y avait pas que le contrôle aux faciès de la part des policiers. Ça expliquait, l'article expliquait ça très bien, et ensuite la prof avait fait une interview, que quand ils allaient dans les musées, il y avait aussi cette forme-là. Alors c'était pas la forme de contrôle aux faciès, mais quand elle arrivait, elle, avec sa classe qui venait de Seine-Saint-Denis, pour visiter un musée, eh bien, les gardiens des musées disaient, bon, mais vos élèves, vous les gardez, ils ont pas le droit de se balader partout dans le musée. C'est-à-dire que la visite du musée, ils vont la faire, mais ils vont rester groupés, parce que c'est des élèves un peu turbulents, un peu ça. Il y a un sujet là-dessus, qui est nouveau d'ailleurs, qu'il n'y avait plus il y a quelques années. Mais il y a un sujet, parce que c'est un public difficile. Oui, c'est un public peut-être qui, à un moment donné, n'a pas l'habitude de rentrer dans un musée, qui n'a peut-être pas les codes sociaux, qui sont les codes sociaux qu'on a imposés dans le rapport qu'on peut construire avec qui une pièce de théâtre, qui une œuvre au musée, qui chose comme ça. Donc il y a aussi une deuxième chose, moi, qui me semble extrêmement importante, et je livre ça aussi dans la discussion, qui sont de quelle manière aussi est-ce qu'on casse ces questions-là, qu'on casse les codes, qu'on est petit à petit en train d'imposer aussi, qui sont des codes, à un moment donné, eh bien, de dire que la culture doit redevenir un marqueur social. Et ça se voit aussi dans les programmations, ça se voit aussi dans ce qu'on donne à voir dans les musées, ça se voit aussi dans ce qu'on donne à voir au cinéma, et ça se voit aussi dans les images qu'on renvoie dans ce qu'on donne à voir, et dans les musées, et dans les théâtres, et dans les cinémas. Donc il y a un deuxième sujet, au-delà de la question de la marchandisation, qui est aussi de quelle manière est-ce qu'à un moment donné, ça touche les questions de diversité par exemple, ça touche toutes ces questions-là, mais comment est-ce que la culture ne redevient pas, dans notre société, un marqueur social dans lequel il y en aurait une culture qui serait la culture des sachants, et de l'autre côté, une culture qui serait une culture qu'on consommerait à travers ça, ou des tablettes, ou des choses comme ça. Qui est aussi une deuxième question aujourd'hui, en tout cas qui est posée du point de vue des politiques, qui est de savoir de quelle manière est-ce qu'on continue à se faire en sorte qu'il y ait une culture qui soit une culture populaire dans ce pays.
on pense à la 6e République. Pour nous, la 6e République, c'est aussi cette révolution, l'expression n'est pas très belle, cette révolution culturelle, mais en tout cas, cette révolution citoyenne, et on ne peut plus penser aujourd'hui politique culturelle sans qu'on révise l'ensemble de tout cela. Les choses ne sont pas aussi carrées que ça, quoi. Déjà, juste, pour moi, déjà le terme de politique, politique, c'est déjà juste de prendre de la place au sein de la cité, quoi. D'être là au milieu des autres et de prendre cette place. Pour moi, on est tous politiques. Après, on prend plus ou moins de place. Moi, ça m'a toujours fasciné. Un sculpteur qui font des sculptures colossales, la place qu'ils prennent au milieu des gens, par exemple. Donc ça, c'est éminemment politique, c'est prendre une place au milieu des autres. Juste pour dire pour moi, du coup, ce que j'entends par politique, quoi. Sur ce qu'on fait, ça c'était plus toi qui peux en parler, parce que c'est Samuel qui est plus le fondateur du festival. Mais je sais pas, on est parti tout de suite très haut dans les trucs. Moi, je suis un petit, je me considère un petit artisan, quoi. Qu'il y a des histoires d'échelle, je trouve aussi, par rapport à des histoires de politique et tout, et que que moi, mon échelle à moi, c'est un village de 1300 habitants dans le Lot-et-Garonne, juste au nord du Lot-et-Garonne, limite Dordogne. Et donc, moi, je suis issu des grandes écoles, conservatoire national, tout ça, et j'ai décidé j'ai pratiqué un peu le métier de comédien mercenaire dans le milieu des institutions, et il y a un truc où je trouvais que ma pratique n'avait pas de sens dans ce cadre-là. Avait perdu son sens, je ne comprenais pas pourquoi. Je continuais à faire ça. Et du coup, j'ai eu envie de retourner à Villeréal, où j'avais passé pas mal de temps. Et que pour moi, ma pratique, elle est avant tout... l'humain tient une place très importante dedans, et j'avais besoin de retrouver et que, du coup, dans l'institution, j'avais l'impression d'être dans un format industriel, quoi. Mais que il n'y avait pas de contact avec les gens, il y avait pas de... je ne comprenais pas qui c'était ce public avec qui j'étais censé partager des choses et tout ça. Et du coup, je suis parti à Villeréal retrouver un territoire à taille humaine, où du coup je pouvais vraiment rencontrer les gens, où pour faire les choses, on n'avait pas besoin de passer par la bureaucratie, des papiers, des administrations et tout ça. Si on veut faire des choses à Villeréal, on rencontre les gens, on discute et puis on fait les trucs. Juste pourquoi Villeréal? C'est des liens familiaux, avec ce territoire. Et du coup, très vite pour moi, ma réflexion, c'est que la pratique théâtrale, alors après, les autres pratiques, pour la pratique théâtrale, pour moi, je la considère comme un complexe à la Edgar Morin, artistique, social, politique et économique. Et que de m'installer à Villeréal, qui est un désert, donc c'est la campagne, c'est vraiment un désert, oublié de tout. On a l'impression qu'il n'y a pas de bus pour circuler, il n'y a pas de... les médecins, c'est compliqué, tout le problème de la ruralité, quoi. C'est pas du tout... Et on y vit super bien. Hein. Oui, c'est un village hyper vivant, c'est une exception... faut pas tomber dans le misérabilisme. C'est quand même une exception, c'est un village assez exceptionnel en France, avec... il y a, pour 1200 habitants, 147 commerces et artisans. Donc on a 5 boulangeries, il y a la poste, il y a une pharmacie, il y a des acupuncteurs, des ostéopathes, c'est assez exceptionnel. Venez à Villeréal, sinon. Mais et que du coup, moi, ce qui me convenait pas, je me suis rendu compte dans ma pratique artistique avec l'institution, c'était que on me confisquait la partie politique, sociale et économique du
complexe qu'est ma pratique, on me laissait plus que l'artistique. Et en gros, du coup, c'était, moi, ma fonction en tant qu'artiste, du coup, c'était de faire des beaux spectacles. Et faire un beau spectacle pour faire un beau spectacle, moi, ça n'a pas de sens pour moi. Et donc, du coup, je suis parti à la reconquête du complexe complet à Villeréal, où il n'y avait pas de théâtre, où, du coup, tout était à faire, à inventer, à créer, quoi. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure est partie. Et là, on est 8 ans après, maintenant on est financé par les collectivités territoriales, tout ça, machin. Et je voulais parler un peu de la manière dont on envisage aussi ce travail, parce que c'est des territoires particuliers, c'est des territoires oubliés. Enfin, on n'en parle pas dans les médias, les gens qui font les lois habitent dans les villes, du coup on les applique de la même manière dans les campagnes, alors que... Enfin, par exemple, très bêtement, l'accès handicapé, nous on est une bastille du XIIIe siècle, il y a des pierres qu'on ne peut pas bouger. Enfin, ouais, la boulangerie, elle a des marches, mais elle a du XIIIe siècle. Enfin, tout est comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un territoire aussi très très particulier qui demande de réfléchir autrement. Et où il y a toute la société. C'est ça qui est assez fou, c'est un peu comme si on était, quand on était enfant, et on voyait les fourmis, la petite vie des fourmis à travers la vitre. Bah là, il y a tout le monde, quoi. Il y a des gens socialement très défavorisés, autant culturellement que financièrement. Il y a des gens qui sont beaucoup plus aisés, on voit tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Et du coup, on s'est vraiment aussi attaché à créer un lien avec ces gens, avec ce territoire. À travailler aussi beaucoup, les choses là-bas se passent pas en envoyant un mail, mais en prenant le café. Donc ça prend du temps. Aussi notre économie elle est différente parce qu'on a une économie, on a un tout petit budget par rapport à ce qu'on fait. Donc on favorise aussi toutes les solutions non marchandes. Si on avait beaucoup d'argent, on favoriserait toujours les solutions non marchandes. Pour donner un exemple, si des comédiens ont besoin d'un pantalon, d'un costume, si on leur donne 50 €, ils vont au magasin, ils le payent. Puis alors que si le comédien dans le village, il a besoin d'un pantalon et qu'il n'a pas d'argent, bah, il va devoir aller croiser quelqu'un, rencontrer une personne, lui dire j'ai besoin, puis c'est pour quel spectacle, bah, en fait je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis bah, moi je ne l'ai pas, mais peut-être que ma cousine au café, au marché, on va se croiser, puis je te la présenterai. Et c'est comme ça que le lien se fait. Et du coup on essaie de tout développer comme ça. Parce que aussi, on parle justement d'accès aussi à la culture. La culture, on se rend compte aussi quand on parle avec les gens, on fait aussi beaucoup de médiation culturelle, on n'a pas que ce festival, on fait des diffusions aussi à l'année. Ben, ça fait très très peur en fait. Enfin, les gens ils se disent c'est pas pour moi quoi. Le théâtre, moi quand je fais toujours un premier tour des élèves que j'ai, que ce soit des stagiaires ou à tous les âges, le théâtre ça veut dire quoi pour vous? Et la moitié des jeunes me répondent c'est un monument. Et c'est un monument qui est imperméable en fait, c'est un monument où on n'ose pas rentrer dedans quoi. Ben moi ma pratique c'est pas un monument quoi, c'est autre chose quoi. Enfin moi j'ai envie de faire du théâtre, c'est pour raconter des histoires, pour parler avec les gens et pour communiquer. Et enfin pour moi c'est une communication extrême quoi le théâtre. Et ben ça fait quand même vachement réfléchir je trouve. Donc les gens on va beau leur dire mais si la culture c'est important, ça fait réfléchir, c'est du partage, c'est ouais mais moi, je m'en fous quoi. C'est pas pour ça qu'ils vont venir voir des pièces de théâtre. Par contre ils vont venir voir une pièce de théâtre parce qu'on a bu un apéro avec eux, voilà. Parce qu'ils nous ont prêté un pantalon, parce que les artistes au festival, pour donner l'exemple du festival, ils sont présents quand même pendant 6 semaines dans le village. Le village il est 1200 habitants mais le bourg il en fait 400. Il y a 30-40 personnes qui arrivent, ça fait 10% de la population, donc c'est une inflation énorme pour les gens, on est très très visible quoi. Du coup, il y a des parents qui viennent, ils scolarisent leurs enfants à la maternelle pendant 6 semaines. Du coup, les gens ils viennent au théâtre, même des gens qui font du théâtre en compagnie amateur dans le coin. Ils viennent pas parce que le théâtre les intéresse, mais parce qu'ils ont vu les enfants, et puis c'est une maman, et puis du coup elle a vu mon travail, je vais aller voir le sien. Et que du coup, toutes les portes d'accès à la culture qu'on développe, enfin pour moi c'est là où ça devient politique, il se passe pas du tout par la culture c'est important, la culture c'est beau, la culture va vous éduquer. Ils s'en foutent quoi. Alors pour
pour caricaturer mon propos, je vais vous dire deux choses. Un, je suis plutôt un gentil par rapport à vous, quoi. C'est-à-dire que j'ai une pratique culturelle importante. Quand j'étais maire de Blanquefort, on avait une politique culturelle généreuse, innovante. Quand j'étais président de la communauté urbaine de Bordeaux, on a mis aussi en place un certain nombre de choses au niveau de la culture. Et c'est un domaine auquel je suis très sensible. J'étais délégué national du PS à la culture il y a quelques années. Donc voilà, je suis plutôt un gentil. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce que je vais vous dire ce soir va beaucoup vous plaire. Mais moi, au moins, ça créera le débat. Moi, de ma pratique politique, de mon expérience locale, nationale, sachant que j'ai aussi été parlementaire, j'étais à la commission culture et tout, quoi. J'entends ce que vous dites sur le débat sur la démocratisation, qui est un très vieux débat en France, encore depuis les années 50, 60, avec des résultats mitigés. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les acteurs culturels et les acteurs publics, il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête, puis après j'en tirerai quelques conséquences. Première chose, la culture en France, et la France est percutée, je vais vous dire une banalité, mais il faut quand même l'avoir en tête, par globalisation, mondialisation et nivellement. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant, quoi. Et en France, on a longtemps cru, à juste titre, que nous étions une nation universelle, qui irriguait le monde, sauf que, tel Copernic, on s'est rendu compte que ce n'est pas le monde qui tournait autour de nous, mais que nous tournions autour du monde. Et je dis que cette question de la globalisation est absolument fondamentale, parce qu'y compris dans les pratiques culturelles, on a encore des équipements culturels en France qui sont très importants, mais c'est quand même quelque chose qui travaille en profondeur les choses. Il faut voir comment on peut réagir, ne pas réagir. Je sortais donc de l'inauguration de l'Escalier du Livre. C'est vrai que le modèle du livre en France aujourd'hui est un modèle qui demeure assez exceptionnel. Vous regardez simplement le nombre de librairies qu'on a encore en France par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Italie, la Grèce et un peu à part. On a réussi à préserver quelque chose grâce au prix unique du livre, mais c'est des combats quotidiens. Donc je pense qu'il faut toujours avoir cette grille. Il faut faire cet effort d'ouverture, que vous avez naturellement, parce que c'est aussi ça, le propre de la culture, mais ouverture sur ce qui se passe ailleurs, et pas juste comment c'était avant. Je pense que nous avons en permanence cette petite révolution copernicienne. Seconde chose, je peux dire que je suis peut-être très fataliste, je pense que la question de la raréfaction des crédits publics est une question qui, malheureusement, va perdurer un certain temps. Donc, à un moment, il va y avoir une inversion, mais je trouve que le mouvement de fond qui est fait pour que, globalement, la puissance publique soit détricotée petit à petit, quoi, est extrêmement puissant, au point qu'on revient, d'une certaine manière, au principe des grands mécènes qu'on a pu avoir il y a quelques siècles avant l'émergence d'un État fort. Et quand je vois la puissance parfois d'un la Charrière, puisqu'il est très à la mode en ce moment, une autre fois d'un Pinault, une autre fois d'un Bolloré, je veux dire, c'est un petit côté terrifiant, quoi, de se dire que maintenant les grandes expositions sont portées par des milliardaires qui à un moment ne sont pas du tout dans la politique publique, mais dans leur goût. C'est aussi quelque chose qui doit nous interroger, y compris sur les politiques, parce qu'on a tendance à se dire à court terme, ah, c'est cool, j'arrive à boucler mon budget parce qu'il y a un tel, et le un tel, il a quand même une logique très, très différente. Est-ce que vous reprochiez de manière sous-jacente aujourd'hui aux politiques publiques en disant il n'y a plus cette capacité d'innovation? J'ai tendance à le renverser en disant que de par la tradition culturelle qu'il y a en France, dans les critères d'attribution que les politiques mettent en place, la culture est un domaine dans lequel il y a encore une certaine latitude.
je vais faire un parallèle sur un domaine que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, qui est le domaine des politiques sociales en France. Ce qui est très intéressant quand vous regardez les politiques sociales en France, c'est finalement, c'est toujours les associations, jusqu'à récemment, qui ont inventé les politiques sociales en France. Je veux dire, il y avait des associations qui faisaient quelque chose, puis finalement on trouvait que c'était une bonne idée, puis il y avait une généralisation des politiques. Or, depuis quelques années, les choses ont tendance à totalement se renverser, puisque comme il y a moins d'argent public, on fonctionne par appel d'offres, et le principe d'un appel d'offres, c'est de faire du copier-coller fait par un service qui, par principe, est là pour administrer et n'est pas là pour imaginer. Et au niveau des politiques sociales, on a beaucoup moins de capacité d'innovation, alors que sur plein de domaines, que j'ai en tête le domaine du handicap, il faudrait arriver à inventer des choses. Et aujourd'hui, on est en train de normer les choses avec beaucoup de casse, j'ai dit. Et que la culture, aujourd'hui, demeure un domaine où à la fois il y a des critères, parce que les critères peuvent aussi protéger, il y a des politiques de filière, mais il reste une certaine latitude, ce qui fait d'ailleurs que quand vous voyez quand il y a des alternances politiques, ça peut faire très mal aux acteurs culturels, puisque c'est un domaine où finalement vous êtes dépendant du, entre guillemets, bon vouloir du politique en place, ce qui se fait à Villarreal est très bien, j'ai d'autres exemples dans le Lot-et-Garonne qui sont très bien, et en même temps, comme vous le disiez vous-même, à un moment ça dépend de est-ce qu'on a le droit d'aller dans le clubhouse, est-ce qu'on a une subvention sur des économies qui sont extrêmement fragiles. Donc ça c'est pour vous dire l'analyse globale que j'ai. Après vous avez des politiques qui sont plus ou moins éclairés, vous avez des maires qui participent plus ou moins au jury de recrutement. Je me souviens de ce que Catherine Marnas m'a dit quand j'étais à Marseille. Je n'ai pas vu Jean-Claude Gaudin une seule fois en quelques années. Quand j'ai été recruté à Bordeaux, Alain Juppé était au jury, ça a duré longtemps, où je l'ai vu. Non, mais, non, donc voilà. Moi, la question que je me pose, je suis assez intéressé par la démarche de Jean Blaise à Nantes que vous devez connaître, où Jean dit, parce qu'il a quand même un bilan assez exceptionnel, entre le lieu unique, les allumés, estuaires, qu'est-ce qu'il y a ? Les nuits blanches, tout, mais je parle de Nantes. Jean, on arrive à la conclusion de se dire, finalement, si on considère que la culture n'est qu'une case parmi d'autres, on ne va pas s'en sortir. Et l'enjeu, c'est comment on met la culture dans tout, y compris dans le lampadaire, y compris dans la station V-Cube, y compris dans la manifestation économique. Et je trouve que cette approche, qui peut être dérangeante, qui peut apparaître comme résignée, puisqu'il y a le combat sur quel pourcentage du budget national sur la culture et tout, quoi, est une approche qui mérite, qui mérite attention. Donc voilà, moi juste quelques réflexions.